Salut tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit peu différent. On va juste être moi, Alexandre et mon collègue Francis pour ce podcast. Le thème d'aujourd'hui, on va un petit peu démystifier des questions qu'on a souvent par nos clients pour essayer de ramener un petit peu la lumière sur la vérité. Mais avant tout, Francis, j'aimerais ça qu'on prenne 30 secondes. On ne l'a jamais fait depuis les différents podcasts qu'on a faits. J'aimerais ça savoir un petit peu, toi, là, Francis Luc, t'es qui? Puis tu viens d'où, rapidement? Moi, je viens de Farnham, pas trop loin d'ici. Bref, le parcours dans le plancher, j'ai commencé il y a un peu plus qu'une vingtaine d'années dans un autre commerce de la Rive-Sud. Avant, j'avais fabriqué pendant 1 an et demi à peu près du bois franc, donc j'avais un petit background dans une usine de bois franc. Puis, donc, ma 22e année de vente de plancher qui commence cette année. Puis toi, Alex, si je te retourne l'appareil... Moi, en fait, Francis, comme tu le sais, les géants du couvre-plancher, ça fait partie de ma vie depuis pas mal tout le temps. J'ai grandi à Drummondville plus jeune, mais mon père a acheté un commerce de couvre-plancher qui s'appelle les géants du couvre-plancher. Ah ben. Qu'on a repris ensemble il y a 2 ans. Donc moi, ça fait à peu près, depuis que j'ai 14 ans que je travaille ici, là. J'ai commencé à faire le balai, après ça dans l'entrepôt, de la livraison, de la vente, aujourd'hui copropriétaire avec toi. Fait que je pense qu'on a tous les deux un petit peu d'expérience. C'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de répondre à ces questions-là, puis démystifier, j'aime ce mot-là, toutes les questions des fois un peu C'est ça, bizarres parce que c'est des trucs qu'on se fait souvent poser comme questions en magasin, autant à nous qu'aux conseillers. Fait qu'on voulait un peu, justement, comme tu as dit tantôt, démystifier les questions qu'on se fait poser régulièrement, puis que c'est un petit peu des mythes ou des légendes ou de l'information qu'on aimerait juste clarifier. Fait que c'est un peu ça le but du podcast aujourd'hui. Exact. Fait que Francis, si t'es d'accord, on va commencer par des questions qui relèvent un petit peu du bois franc. OK, ben oui. Fait que la première question, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ce qu'on entend le plus souvent, le bois d'ingénierie, c'est le plus dur que le bois franc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, la surface d'usure, le top layer qu'on appelle d'un bois d'ingénierie qui est laminé sur un plywood, c'est la même dureté que le bois massif. Donc, si c'est un chêne qui est laminé sur un plywood ou c'est un chêne massif, c'est la dureté du chêne qui est la bonne. Fait que ce soit un bois d'ingénierie ou un bois franc, ça a la même dureté. Exact. Parce qu'on marche à la même surface, dans le fond. Exactement. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent puis qu'on démystifie à chaque fois qu'on parle à un client parce que... On se fait poser souvent la question. Exactement. Fait que, on tenait à clarifier ça. Exactement. Après ça, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu les différentes essences de bois. Tu as parlé du chêne blanc en parlant du bois d'ingénierie, mais c'est quoi les différentes essences de chêne en général qu'on retrouve dans le couvre-plancher? Dans le chêne blanc, on a le chêne rouge. Après ça, les plus classiques, évidemment, il y a l'érable dur, l'hickory qui est un bois un peu plus méconnu, et le classique merisier qui est un merisier jaune, donc un bouleau jaune. C'est les classiques essences de bois qu'on a au Québec. Toutes ces essences-là vont avoir une différence au niveau de leur dureté, de leur aspect aussi. Mm-hmm. Fait que si on fait le tour vite, mettons l'érable qui en général va être dans les plus durs avec le chêne blanc qui se compare pas mal. Après ça, on a le frêne blanc, je pense qu'on l'a pas mentionné. Oui, le frêne, on va pas parler, tu as raison. Qui est un petit peu moins dur. Après ça, on a le chêne rouge, le merisier, qui sont pas mal les classiques. L'hickory qui est plus dur. L'hickory qui est plus dur. Exact, mais beaucoup moins stable. Fait que quand on a un poêle au bois, souvent, c'est pas nécessaire. Il a tendance à fendiller quand c'est trop sec. Fait que c'est un bois très dur, mais qui va être moins stable au temps sec. Exactement. Un peu plus de checker l'humidité et la température dans la pièce avec ça. Justement, on parlait de stabilité. L'hickory qui est un petit peu moins stable au sec, ben, l'érable va aussi avoir tendance à figer, si on veut. Donc, il y a des différences d'écart d'humidité et de température. Donc, le bois travaille tout le temps dans les maisons. Fait que l'érable, des fois, il va se retrouver à travailler puis à figer d'une position, si je peux dire. On appelle ça du cupping, du coffrage. Donc, l'érable va avoir tendance à figer et non avoir une mémoire que s'il prend de l'expansion, ben, il y a des chances qu'il ne revienne pas. Exact. Parce que si je peux expliquer dans mes mots ce que tu viens de dire, c'est que s'il y a une grosse quantité d'humidité qui est absorbée par le bois, ben, il va prendre l'expansion.
Puis l'expansion, à un moment donné, il n'y a plus nulle part où aller. Fait que les côtés des planches vont relever un petit peu, puis ça va rester dans cette position-là. Pas vraiment moyen de les rapporter. Versus quand que c'est plus sec, le bois va perdre de son eau, il va rapetisser. C'est souvent pour ça aussi qu'on voit des cracks entre les planches de bois. Là. Ça finit par ouvrir un petit peu. Puis même principe, ça ne va pas toujours sur place. Contrairement à l'érable, le merisier, le frêne sont des bois qui ont beaucoup plus de mémoire, donc ils vont travailler puis ils vont revenir à leur stabilité et leur dimension d'origine, si je peux dire. Puis quand on parlait tantôt de bois franc versus bois d'ingénierie, là, en lien avec la stabilité, plus que la planche de bois va être étroite, fait que je donne l'exemple du 2 pouces 3/4, 2 pouces et quart dans le temps, qui est beaucoup plus stable que les bois d'aujourd'hui. Le 3 pouces et quart, un petit peu moins stable, 4 pouces et quart, encore un peu moins stable. C'est pour ça qu'avec les produits qu'on travaille, souvent un plancher Mercier, le bois franc maximal, la largeur maximale, ça va être 4 pouces et quart. Ouais. L'avantage après ça du bois d'ingénierie, qui n'est pas la dureté, ça va être la stabilité. Ce qui fait qu'on peut aller après ça dans les planches de 5 pouces, 6 pouces et demi, 7 pouces et demi. On peut aller plus large. Fait un style un petit peu plus moderne qui est permis grâce au bois d'ingénierie. Ouais, vu que le bois, la couche de bois noble est laminée sur un plywood, donc le plywood va être beaucoup plus stable qu'une planche de bois massive. Donc c'est pour ça qu'on peut aller chercher de la largeur et que le bois va être beaucoup plus stable aux variations d'écart d'humidité et de température. Exact. Puis mettons, tant qu'à parler de bois, là, les différents grades de bois qui sont disponibles, là, on a le Select et Meilleur, le Distinction, puis l'Authentique, c'est avec Mercier. Puis tous les fournisseurs ont leur variante de ça, mais peux-tu m'expliquer, selon toi, le Select et Meilleur, c'est quoi la différence avec les autres? Select et Meilleur, ça va être un grade de bois que la coloration a été sélectionnée dans une uniformité. Donc, le bois de cœur, donc le 2 couleurs, si on veut, le bois plus brun, a été enlevé pour que le bois pâle soit prédominant. Donc, on n'aura pas de nœud, on n'aura pas de 2 couleurs dans le bois. Si on veut, le bois de cœur puis le bois d'aubier, ça va être un bois qui est beaucoup plus uniforme. OK. Donc, si on parle de distinction, là, on va avoir quelques petits nœuds et de la variation de couleur dans le bois, du blond au brun, si on veut. Les authentiques, bien là, on va avoir des plus gros nœuds, si on veut. Encore là, avec la variation de couleur, les gerces, les stries de minéraux, tu as raison. Donc, ça, c'est pas mal les 3 grades principaux sur le marché. Puis là, ben, on pourrait parler des grades colonial, taverne, rustique, qui est tous des termes qui veulent dire la même chose. Là, ce sont des bois qui sont vraiment les restants, si on veut. Donc, les planches sont beaucoup plus courtes, plein de nœuds. Il y a même des trous, des fois, des trous de verre, des petites craques. Donc, c'est vraiment le restant qui ont enlevé des beaux grades. C'est des bois qui sont pas chers, mais on a pourquoi qu'on paye, finalement. C'est ça, beaucoup plus de classage. Ouais, c'est ça, de perte. Donc, je repense à ça. Tantôt, on parlait d'humidité avec le bois franc. Là. C'est important de contrôler ça dans la maison, autant avant, pendant puis après l'installation. C'est vrai, parce ce qu'il faut savoir pour le bois franc, c'est que le bois, à la base, c'est un arbre. Hein? C'est vivant. Donc, il a été séché, puis il y a une humidité résiduelle dans le bois d'à peu près 7 6 à 8 qui reste dans le bois. Fait que s'il est mal entreposé ou il vit sa vie de plancher trop sec ou trop humide, ben ça va faire des drôles d'affaires. Donc, chez les géants du couvre-plancher, on est un des seuls magasins au Québec à contrôler notre humidité. Donc, l'été, on déshumidifie l'entrepôt. L'hiver, on l'humidifie pour garder le bois le plus possible à 45 d'humidité, en fait, dans l'air, pour qu'il garde son 7 environ dans le bois. Donc, c'est important aussi dans les maisons, bref, où est-ce qu'il va être posé, c'est de contrôler cette humidité-là pour l'avoir le plus possible à 45 Exact. Parce que sinon, il va travailler, puis vous n'aimerez pas peut-être les craquements ou l'aspect de vague qu'il peut y avoir si le bois a copé. Puis ce qu'on pense pas souvent, là, une maison neuve en construction, là, on fait le plâtre, on peinture. Quand ça sèche, le plâtre de la peinture, là, ça fait beaucoup d'humidité dans l'air ambiant. Puis là, l'étape d'après, en général, pas trop longtemps après, on installe le bois franc. Fait que la maison est gorgée d'humidité, 70 %, puis l'idéal, c'est 45 % pour le bois. Fait que souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il faut assécher un petit peu l'air pour se trouver autour de 45 % d'humidité avant d'installer le bois. Puis pour savoir un petit peu l'air, l'humidité ambiante d'une maison,
L'outil, c'est un hygromètre Ouais. qu'on appelle. Puis ça se trouve dans plusieurs endroits. Là, on parle à peu près de 30-40 $, mettons, C'est là, ça. pour Un bon hygromètre, là. exactement, qui va lire en général la température et l'humidité de la pièce, Exact. qui donne une bonne idée. Ce qui m'amène à te parler, Alex, de l'humidité dans les plywood ou les OSB lors de l'installation. Fait que surtout d'une installation dans une maison neuve, parce que d'une réno, souvent, le plywood ou l'OSB il est bien sec, mais d'une maison neuve, le plywood ou l'OSB vient d'une cour à bois, c'est mal entreposé, c'est à l'extérieur, on installe ça, l'OSB ou le plywood est gorgé d'humidité, on installe un bois franc qui est encore là, comme on a dit tantôt, un résiduel d'à peu près 7 %. On pique le plywood, puis on est à 14, 15, 16 %, on a déjà vu ça, puis et plus. Ce qui va arriver, c'est que le bois franc va boire l'humidité du plywood, il va se gorger d'eau, puis là, il va travailler. Donc, c'est très important de contrôler aussi lors d'une pose de bois franc, surtout d'une maison neuve, le taux d'humidité dans le plywood ou l'OSB. Puis rappelle-moi, c'est quoi déjà la différence là, qui est acceptable entre le bois puis le plywood? En fait, on l'a dit tantôt, plus qu'un bois est large, moins qu'il est stable. Donc, mettons, pour un 3 pouces écart, on parle de 4 % d'écart. Donc, si on pique notre bois franc à 7 % en moyenne, il ne faut pas que le plywood dépasse 11 %. Okay. Puis si on parle d'un 4 pouces écart, comme on disait qui est moins stable, c'est 2 % d'écart. Donc, encore là, si on pique à 7 notre bois franc, il ne faut pas que notre plywood soit plus que 9 %. OK. Puis on met en général un petit papier par vapeur entre Exact. les deux pour aider. Ouais. Mais il faut quand même, c'est pas magique, là. Il faut Non, quand même être capable de contrôler ça. Puis là, si Exact. le plywood est trop humide, il faut la sécher avant de poser. C'est très important. Exact. Si tu m'amènes à parler de la différence entre du plywood et de l'OSB, Oui, important. évidemment, de l'OSB ou aspenite, dans le jargon, si on veut, des particules, des copeaux, du stable edge ou toutes sortes de produits qui est utilisé dans la construction des maisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du maintien de la graffe, si on veut, parce qu'un pour du temps, un bois franc, c'est agrafé, le stable edge maintient 50 % moins le plancher de bois franc agrafé que le plywood. Ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Fait que des fois, quand on marche sur un bois franc et qu'on entend des petits craquements, si on veut, comme des coquilles d'œufs, on repasse tout de suite, là, quelques secondes après, puis ça ne craque pas. On le laisse passer, mettons, 15-20 minutes. On repasse à la même place et ça craque. C'est qu'on a souvent un plancher de stable edge instable et que la graffe a moins de retenue, si on veut. Tout ça se détache. On rassoit tout en marchant dessus. Ça crée des craquements. Donc, c'est pas le bois franc qui est problématique, c'est souvent le sous-plancher. Exact. Parce que dans le fond, c'est la graffe qui sort un peu, qui rentre, qui sort, qui rentre. C'est ça qu'on entend les petits Est-ce que c'est mieux d'avoir un plywood pour poser un bois franc? Oui. Mais le stable edge ou l'aggloméré est un petit peu moins cher, bien souvent, c'est ça qui est opté dans les maisons neuves. Mais c'est toujours mieux un plywood. Puis parlant, mettons, de plywood, OSB, ces choses-là, là, la préparation du plancher est importante aussi. Ouais. Si on prend l'exemple du bois franc, si le bois franc est juste taqué sur les solives, c'est pas assez. Il faut que ça soit bien vissé, collé. Puis pour tous les types de produits Oui, aussi. il faut que le plywood soit bien installé, pas de différence de niveau entre les lattes, entre les feuilles de plywood. S'il y en a, il faut les sabler avant. Donc, c'est important une bonne préparation de surface, autant pour du bois franc que pour tous les autres planchers. Préparation de surface, puis aussi préparation de structure. Ouais. Parce que des fois, une maison, il y a plusieurs années, c'était fait pour accueillir du prélat, par exemple. Puis aujourd'hui, on veut mettre de la céramique avec un gros îlot, des choses comme ça. Mais c'est important, souvent, il faut solidifier la structure en dessous. Fait que si le plancher craque, ben, des fois, c'est pas juste la préparation de surface, c'est aussi la préparation en dessous du plancher pour le solidifier. C'est une autre chose importante à considérer. Puis parlant de plywood, là, on est sur le sujet. Là. Mettre ça, c'est murs, une très mauvaise idée. Es-tu d'accord avec ça, toi? Exactement. Surtout quand on pose de la céramique ou de la pierre naturelle. Donc, structure de mur de douche, mettons. Il y en a beaucoup qui vont se dire le plywood va être plus solide que le gyps. Je vais mettre ça, ça va être parfait. Mais non. Le plywood au plancher est vissé à mort, souvent doublé pour de la céramique. En fait, tout le temps doublé pour de la céramique, à moins qu'on mette une membrane. On n'embarquera pas là-dedans, mais bref,
plywood au mur est vraiment trop instable pour installer des carreaux de céramique ou de la pierre naturelle. Mettons qu'on parlerait d'un mur de foyer. Fait que on va y aller soit carrément en gyps ou en panneau de béton pour installer de la céramique, sans parler des curdy boards de Schluter, là, qui est vraiment de mise dans les douches. Fait que plywood au mur, à proscrire, c'est vraiment instable. Puis, au fil du temps, là, votre job va sûrement décoller ou craquer. Les joints vont craquer, les tuiles vont craquer. Donc, il faut vraiment éviter ça. Je suis bien d'accord avec ça. Puis, mettons, on change de sujet complètement. Là. On a fait un peu le tour bois franc sous plancher. Vinyl click, là. Nous autres, on ne tripe pas là-dessus chez Géant. Qu'est-ce que tu en penses du vinyl click? C'est la 9e merveille du monde? Ou? Vinyl click, quand on parle de qualité, qu'on paye pour ce qu'on a, il n'y a rien de plus vrai là-dedans. Bref, vinyle, c'est du pétrole. Pour la stabilité, ils ont amalgamé du calcaire là-dedans. Ça reste que c'est à base de pétrole. Ça coûte cher à fabriquer. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aminci le cœur, donc la structure du petit vinyle click. Donc, en amincissant toute l'épaisseur, le petit click s'amincit aussi et il devient très, très, très fragile. Donc, un vinyle click de base, la petite bavette qui clique se casse avec nos doigts. Donc, les planchers droits sont très rares. Si on a des petits vallons, des creux, des ventes de bœuf, des dos down dans nos planchers, on installe un petit vinyl click de base. Ça va swinger, on va marcher dessus, ça va bouger, le click va briser. Puis là, on se retrouve avec le classique petit tapage de pied pour recliquer le plancher une fois par semaine. Donc, le vinyl click, c'est le fun parce que il y en a qui disent que c'est imperméable, mais en fait, ce qu'on aime dire chez les Géants, c'est que c'est imperméable dans la boîte. Parce que s'il y a de l'eau qui va en dessous, il faut quand même que tu l'enlèves, puis que tu assèches ta structure, ton plywood ou ton béton. Puis ce qu'on entend souvent aussi, là, c'est si tu as un dégât d'eau, c'est facile. Tu décliques ton plancher, tu l'accroches à sa corde à linge, dans le fond. Tu attends que ça sèche, puis tu le réinstalles, tu désinfectes les planches. Ouais. Mais en vrai, là, si tu as un dégât d'eau, il y a un pouce, mettons, d'eau sur le plancher. En marchant, tu casses tous tes clics. Fait que sûr que tu es capable de récupérer. En le défaisant, tu casses tous tes clics, puis c'est pas vrai que tu vas enlever ton plancher, laver ton plancher, désinfecter ton plancher. Planche par planche, le faire sécher, pas empiler l'un sur l'autre mouillé parce qu'il va moisir pareil. Donc, c'est scrap, on recommence. Fait que le vinyl click, c'est pour les petits dégâts. Si on veut aller vers ça, il faut aller vers de la qualité. Fait qu'au moins avoir un cœur de minimum 5,5 mm. Bon, dans le marché, on parle de épaisseur totale avec la membrane. Donc, avec la membrane, on va parler de 6,5 mm. Puis, il s'en fait sur le marché jusqu'à 10 mm. Là, on a un cœur assez épais pour fabriquer un click robuste qui ne cassera pas. Puis, on va avoir un produit performant. Fait que du moins, on va avoir plus de force dans le clic. Plus de corps, J'aime pas le « il cassera pas », mais mettons, il va être beaucoup plus solide que ce qu'on voit normalement là, dans les produits un petit peu moins dispendieux. C'est ça. Puis sur le marché, à moindre coût qu'un vinyl click haut de gamme, depuis quelques années, il y a des planchers flottants traditionnels qui ont été introduits résistants à l'eau. De 24 à 500 heures, bon, c'est un petit peu intense. Là. On a le même principe que s'il y a de l'eau en dessous, il faut l'enlever. Mais les joints sont cirés, les cœurs aussi sont plus résistants à l'eau, donc beaucoup moins de gonflement que dans les années passées. Donc ça, on va avoir un plancher flottant résistant à l'eau au même titre qu'un vinyl click, mais à moindre coût. Plus fort dans les embouchatures. Exactement, parce qu'on parle de facilement... en moyenne 12 mm d'épaisseur pour un plancher flottant traditionnel versus ce que je disais tantôt vers les 6-8 mm pour des vinyl click haut de gamme. Exact. Puis souvent aussi, les planchers flottants sont un petit peu plus résistants aux égratignures puis aux impacts qu'un vinyl click régulier. Là, exact. Écoute, Alex, on s'en va complètement ailleurs. Coulis époxy, ça serait complètement imperméable, ça, cette histoire-là. Je suis content que tu en parles parce qu'on en entend souvent parler. Couler à l'époxy, c'est pas imperméable. Son gros avantage, c'est l'entretien. Fait que versus un coulis cimentaire normal là, qui va un petit peu plus absorber le savon ou les choses comme ça, mais le coulis à l'époxy, beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus facile de le nettoyer.
Ouais. Par contre, c'est pas imperméable. C'est important, en arrière de la céramique, d'imperméabiliser quand même. Il y a plusieurs façons, là, on le sait. Les produits Schluter, là, les panneaux Curdy Board, la membrane Curdy, ou même la membrane liquide, qui peuvent être des options. Là. C'est les principales. Dans le poulet époxy, il va y avoir des fois des micro-fissures, des petits poinçonnements qu'on ne voit pas à l'œil. On prend plusieurs douches par jour. Mettons qu'on parle d'une douche. Et puis là, ben, l'humidité, l'eau rentre par là. Il faut que ce soit paré par la membrane puis que ça se évacue par le bas dans le drain. Par le drain, exact. Puis ce qu'on parle souvent, c'est l'eau, mais on oublie souvent l'humidité. La vapeur, oui. Exactement. La vapeur, là, elle passe partout. Puis en même temps, de parler de coulis à l'époxy, qui est plus facile à nettoyer que le coulis cimentaire. Bien, c'est important aussi de parler de l'entretien d'un plancher. Hein. On entend souvent, là, nous autres, au magasin, on entend souvent des gens nous expliquer toutes leurs recettes possibles pour laver les planchers. Mais en vrai, je pense que c'est d'accord, c'est important d'utiliser les bons produits puis les bonnes techniques pour laver le plancher. Oui, parce qu'il y a des savons pour les planchers au même titre qu'il y a des savons pour les cheveux ou du savon pour le linge. C'est comme ça que j'aime ça l'expliquer, parce que c'est imagé. Bref, il y a des savons pour les planchers, même différents types de planchers. Souvent, on va avoir un savon pour les bois francs et flottants, puis on va avoir un savon pour les céramiques puis les vinyles. Le secret là-dedans, oui, utiliser le bon savon. Puis évidemment, changer l'eau souvent. Évidemment, si on finit notre job de nettoyage avec une eau noire, puis ça fait déjà 2 pièces qu'on lave encore avec l'eau noire, bien là, on vient de laver avec la saleté, tu sais. Exact. C'est important de changer l'eau. Ce qui est important, puis que le monde font très rarement, même si sur les savons, c'est marqué sans rinçage, ce qui va vous donner un beau plancher, puis longtemps, c'est de rincer vos planchers à l'eau claire avec une petite serpillière bien essorée. Il ne faut pas que ça reluise pendant 1 heure puis que ça sèche, là. Donc, une serpillière bien essorée à l'eau claire. Ce que j'aime dire encore pour imager encore ça, votre laveuse à linge, elle a un cycle de rinçage pour enlever le savon. Quand vous vous lavez dans votre douche, vous vous rincez. Donc, c'est le même principe pour les savons à plancher. On lave, on lave, on lave. Il y a des huiles, des cires dans les savons. On ne rince pas. Les huiles, les cires restent sur le plancher, les saletés s'incrustent là-dedans, puis là, vous dites que votre plancher n'est pas lavable. Exact. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la couche de cire, les saletés embarquent là-dessus, puis dans une semaine, quand on relève le plancher, on rajoute une couche par-dessus, on rajoute une couche à chaque fois, puis au final, ben, c'est une couche de crasse puis de savon mélangé qui reste là, puis ce qui est dur à entretenir, c'est pas le plancher, c'est cette couche-là qui s'est accumulée avec le temps. Fait que le secret, on lave les planchers, une eau avec le bon savon, on rince les planchers après, puis vous allez avoir des planchers impeccables. Exactement. Fait qu'Alexandre, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de sujets. Bois franc, plywood, coulis époxy, vinyle click, même l'entretien des planchers qu'on vient de terminer avec ça. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets-là ou d'autres sujets que vous voudriez parler avec nous en magasin, vous avez juste à passer. Nos conseillers vont se faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, vous avez un plan, on a les planchers. Conseil inclus.